Alors la deuxième situation clinique qu'on voulait aborder au sein du CCAFU, c'est la question des moyens d'imagerie et des biomarqueurs au moment de la surveillance active. Évidemment, la sélection des patients dans cette situation est quelque chose de primordial. Donc, situation clinique numéro 2, Monsieur G, 55 ans, aucune comorbidité, aucun trouble urinaire, absence de signes cliniques, mais un dosage systématique du PSA avec un PSA à 6,5, des biopsies systématisées, sur 12 biopsies, 3 prélèvements positifs à gauche, avec, en termes de score de Gleason, du Gleason 6, une biopsie sur laquelle on trouve 4 mm de cancer sur 12, une autre biopsie sur laquelle il y a 5 mm de cancer sur 14, et une dernière biopsie sur laquelle on trouve 2 mm de cancer sur 12, avec, sur l'IRM qui a été faite avant les biopsies, une lésion cible de la masse gauche. Alors on peut se poser la question de la pertinence de la surveillance active chez ce patient qui a plus de 2 biopsies positives. En fait, quand on s'intéresse aux critères d'inclusion de surveillance active, on voit que ces critères sont extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre pour la surveillance active, il y a plusieurs cadres pour la surveillance active. Il y a certaines études comme celle de Toronto, qui sont les études pour lesquelles on a le plus grand recul et dont on connaît l'efficacité en termes de sûreté carcinologique. Eh bien, les critères pour Toronto, pour l'équipe de Toronto, c'est des critères qui sont extrêmement simples. C'est PSA en dessous de 10, Gleason 6, point. Et puis, vous avez d'autres institutions, comme le Johns Hopkins, qui va définir des critères qui sont beaucoup plus serrés, avec l'absence de tumeurs palpables, le PSA en dessous de 10, le Gleason 6, mais seulement 2 biopsies positives, moins de 50% de cancer sur les biopsies et des densités du PSA faibles. En fait, ce qui se passe avec le Johns Hopkins, c'est qu'on va trier un groupe de patients avec des cancers de prostate à très faible risque, au risque de laisser passer des patients avec un cancer un peu plus élevé, mais qui pourraient être candidats à la surveillance active. Et au contraire, pour les séries comme Toronto ou pour le Royal Marsden, qui a des critères d'inclusion qui sont encore plus larges, le risque, ça va être de laisser entrer dans le protocole de surveillance active des patients qui sont potentiellement porteurs d'un cancer plus agressif. Donc pour essayer de sélectionner au mieux ces patients, les biomarqueurs, mais aussi l'imagerie, Raphaël. Et oui, parce que finalement, actuellement, la modalité d'inclusion et de surveillance des patients en surveillance active est basée sur le taux de PSA, le toucher rectal et les données des biopsies de prostate. Avec à 1 an, donc des biopsies qui sont de nouveau réalisées. Si celles-ci ne montrent pas d'évolution, le patient peut rester en surveillance active. Si par contre il y a une évolution, le patient aura une proposition thérapeutique. Or, les biopsies de prostate, quand elles sont effectuées de façon systématique, sans imagerie, elles sont peu rentables. Elles sous-estiment la taille, elles sous-estiment l'agressivité du cancer de prostate. Or, pour ces patients en surveillance active, on veut justement avoir une stadification parfaite, une bonne évaluation de la taille tumorale et de l'agressivité du cancer, c'est-à-dire ne pas sous-évaluer le Gleason sur des prélèvements qui sont peu rentables et de trop petite taille. Donc l'intérêt de l'imagerie dans la surveillance active, il est majeur, à la fois dans la sélection des patients, donc pour détecter des tumeurs occultes, pour ne pas sous-évaluer une agressivité tumorale, pour éventuellement diminuer à terme le nombre de biopsies dans la surveillance, dans le monitoring, et éventuellement pour rassurer les patients, donc dans ce contexte de surveillance active, sur des suivis qui peuvent être de plusieurs années. La performance de l'imagerie pour détecter ou éliminer une lésion significative, là encore, est très forte, puisqu'on a vu que les valeurs prédictives négatives sont très élevées, supérieures à 90%. La détection donc, des lésions de Gleason 7, avec des longueurs tumorales supérieures à 4, est très très performante par l'imagerie. Et on sait que c'est l'association de l'IRM au toucher rectal, au taux de PSA et aux données des biopsies qui permet d'éliminer de façon extrêmement fiable une lésion significative de cancer de prostate. Les limites de l'imagerie, ce sont finalement les petits cancers. Les petits cancers, donc de moins de 5 mm et de Gleason 6. Mais dans le cas d'une surveillance active, ce que l'on veut, c'est éliminer une lésion significative, donc une lésion supracentimétrique et de Gleason 7.
Si l'on regarde l'intérêt de l'IRM par rapport aux nomogrammes qui sont actuellement utilisés pour les cancers de prostate, eh bien on voit que dans la surveillance active, c'est l'IRM qui est un des meilleurs paramètres pour détecter justement et éliminer une lésion cliniquement significative du cancer de prostate. On voit par exemple pour ce patient qui avait sur ses biopsies systématiques 2 mm de Gleason 6, un exemple typique de lésion antérieure en médioprostatique, donc au niveau de la zone de transition, que vous voyez à gauche en hyposignal T2, en hypersignal sur l'image du milieu et en restriction sur la cartographie ADC. C'est une lésion très significative qui manifestement a été sous-évaluée par les biopsies systématiques. Lorsque l'on effectue les biopsies ciblées, eh bien on voit qu'il y a une lésion très significative de 20 mm de Gleason 7 3+4. Alors, une fois que les patients sont rentrés dans la surveillance active, une fois qu'on a sélectionné ces patients pour la surveillance active, ils sont suivis et on va rechercher des marqueurs de progression. Donc, il y a les éléments classiques, le PSA, soit le PSA total, soit la cinétique du PSA, qui n'est pas un très bon marqueur. Les éléments biopsiques, en termes de volume tumoral, en termes de changement d'agressivité tumorale, on y reviendra. Et puis, les nouveaux éléments modernes que sont l'imagerie et les biomarqueurs. Et là, l'intérêt de l'IRM pour ces patients en surveillance active, ça sera une fois qu'on a identifié sur une première imagerie une lésion suspecte, qu'elle a été confirmée par les biopsies ciblées, on pourra, sur les imageries répétées, évaluer la forme, évaluer le volume, évaluer les modifications sur la séquence de diffusion, des modifications de restriction qui nous feront penser qu'il y a éventuellement une évolution de l'agressivité. On fera alors des biopsies ciblées. Si ces biopsies, finalement, ne montrent pas d'évolution, eh bien, on pourra laisser ce patient en surveillance active. Par contre, si l'on confirme qu'il y a une évolution, avec une taille tumorale supérieure aux limites que l'on s'est fixées ou un score de Gleason qui est supérieur au score Gleason 6, eh bien, on pourra proposer une prise en charge thérapeutique. Voilà un exemple d'un patient qui rentre en surveillance active. Sur l'IRM, on voit typiquement une lésion au niveau de l'apex gauche, donc en hyposignal en haut et avec une restriction sur l'image du bas. Et vous voyez que toutes les biopsies prostatiques, même ciblées avec un système, donc avec juste une fusion mentale, sont négatives. Donc les biopsies ont sous-estimé cette lésion tumorale qui est quand même significative puisque très visible en IRM. 2 ans après, on voit que cette lésion a évolué en taille. Elle est nettement significative puisque centimétrique maintenant. On va alors faire des biopsies ciblées, là avec un système de fusion d'images qui vont nous permettre d'être beaucoup plus précis dans les prélèvements, d'avoir une meilleure estimation donc, de la longueur tumorale, d'être vraiment en centre de la lésion. Et on voit que ces prélèvements sont très rentables puisqu'on a une lésion cliniquement significative. Donc là encore, ce patient, l'intérêt de l'IRM montre qu'on a une évolution tumorale et on pourra proposer une prise en charge thérapeutique plutôt que de le laisser en surveillance. Alors c'est important cette modification IRM puisque ça conduit à des modifications des biopsies. Ce qu'on voit dans les critères d'arrêt de la surveillance active, encore une fois, on est dans les différentes séries face à des critères qui sont variables. On trouve des données du PSA, encore une fois assez peu fiables, et on trouve des données d'évolution de la tumeur, soit des données en termes de modification de la taille de la tumeur, qui sont essentiellement soit l'augmentation du nombre de biopsies positives sur le nombre total, soit l'augmentation de la longueur du cancer sur chaque biopsie. Ces anomalies, on va les retrouver sur les biopsies successives, dans un sens comme dans l'autre, dans environ 10% des patients. C'est des éléments qui sont pris en compte, mais l'élément le plus important, l'élément qui a le plus de sens et sur lequel toutes les séries s'accordent, pour arrêter la surveillance active, c'est l'apparition de grade 4 sur les biopsies. Ça, c'est l'élément majeur. À partir du moment où il y a du grade 4, on change de catégorie et il faut supprimer ces protocoles de surveillance active, sauf pour des patients qui seraient extrêmement âgés, et ça, c'est une autre question. Et l'apparition de grade 4, quand on regarde les différentes séries, c'est entre 2,5 et jusqu'à 25% d'apparition sur chaque série de biopsies, pour des biopsies successives faites dans le cadre de la surveillance active. Cet exemple, c'est l'exemple de UCSF. Pour améliorer la prédiction du risque de ces patients qui sont porteurs d'un cancer de la prostate, qui sont surveillés, en plus de l'IRM, on peut essayer d'utiliser les biomarqueurs. Donc on a tous les biomarqueurs dont on a parlé précédemment au moment de la détection, et puis on a d'autres biomarqueurs qui sont des biomarqueurs qui sont des signatures moléculaires, qui sont
des prélèvements qu'on fait à partir des biopsies et sur lesquels on va chercher à quantifier le risque de cancer agressif. Il y a l'Oncotype DX, qui est l'analyse simultanée de l'expression de 17 gènes avec 12 gènes qui sont spécifiques du cancer de la prostate et 5 gènes qui sont des gènes de référence. Et le niveau d'expression de l'ARN de ces 17 gènes va donner un algorithme qui va permettre de quantifier le risque. On va aller de 0 à 100. Et plus le score est élevé, plus le pronostic est péjoratif. Les limites de ces plateformes génomiques, c'est que ce sont des analyses moléculaires qui sont centrées aux États-Unis, au niveau d'une seule plateforme qui est accréditée, et qui n'a pas d'approbation pour l'instant et sur la mise en marché de ces processus par la FDA. Le but de ces signatures génomiques, ça va être de reclassifier les patients. Donc ces patients qui sont à faible risque, qui sont suivis en surveillance active, eh bien, on va reclassifier des patients en très faible risque, en risque faible ou en risque un peu plus élevé, pour lequel éventuellement on pourra discuter d'arrêter la surveillance ou de faire des explorations complémentaires de façon à affiner le diagnostic. L'autre signature moléculaire qui existe et qui est disponible, c'est Prolaris. Et là, c'est l'expression ARN de 31 gènes de prolifération et de récidive associés à 15 gènes de référence. Encore une fois, c'est une analyse moléculaire qui est simplement disponible aux États-Unis, une seule plateforme accréditée et qui évalue le risque de progression tant sur le plan biologique que sur le plan métastatique après traitement. Donc, il faut retenir pour cette partie de surveillance active qu'on a l'IRM qui n'est pas encore validé dans les pratiques courantes, qui n'est pas dans les recommandations, mais qui existe en pratique courante, et on a les analyses de pratique qui le montrent. Très probablement, l'IRM sera indiqué dans la surveillance active dès qu'on aura des datas qui seront supplémentaires. Pour ce qui concerne les biomarqueurs, ça fait partie du domaine de la recherche clinique, et c'est probablement la combinaison des deux, IRM plus biomarqueurs, qui permettra de sélectionner au mieux les patients. Bien évidemment, il n'est pas question de proposer des biomarqueurs à tout le monde compte tenu du prix, et il y a probablement un petit groupe de patients qui pourra bénéficier de ces explorations qui sont extrêmement complètes et pertinentes.